Bonjour, donc je m'appelle Audrey Roux, je suis responsable de la formation au RQOH et il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter les contenus et les outils de la formation Agir pour prévenir les violences et le harcèlement en OSBL d'habitation qui a été élaborée de 2018 à 2020 grâce au soutien de la Commission des partenaires du marché du travail et cette formation sera diffusée à nos membres à travers le Québec au courant de 2022. Avant de vous présenter la formation en fait, et ces outils, je souhaite vous mettre en contexte son élaboration. Donc, en fait, le projet de formation sur la prévention des violences en OSBL d'habitation a vu le jour grâce au guide pour prévenir les violences et le harcèlement envers les femmes en OSBL d'habitation qui avait été lancé le 8 mars 2018 lors de la Journée internationale des femmes. Ce guide était le fruit d'une démarche d'enquête réalisée par le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, le CEAF, auprès d'environ 200 femmes locataires et d'un questionnaire diffusé par le RQOH aux OSBL membres des fédérations régionales au printemps 2017. Cet outil, destiné non seulement aux gestionnaires, mais également à l'ensemble des acteurs et actrices qui les entourent, administrateurs, administratrices, bénévoles, membres du personnel et locataires, ça visait à amorcer la mise sur pied de mécanismes pour contribuer, voire à éliminer les situations de harcèlement et de violence à l'endroit des femmes locataires dans les logements communautaires. Suite à ce premier guide et parallèlement à l'élaboration de la présente formation, le RQOH, en collaboration avec les fédérations régionales et grâce à une aide ponctuelle de la SHQ, a lancé en avril 2020 une campagne de sensibilisation aux violences envers les femmes. Grâce à cette campagne, les organismes membres du réseau ont reçu des affiches, comme celles que vous voyez présentement à l'écran et que vous avez sûrement reçues, afin de les apposer dans les endroits appropriés au sein de leur organisme. Cette affiche est aussi encore disponible sur notre site Internet si vous souhaitez la télécharger. Il est important de savoir, pour continuer la mise en contexte, que les femmes constituent la vaste majorité des locataires en OSBL d'habitation. Donc, on parle de 63 en moyenne et 72 dans les OSBL d'habitation pour aînés. Et que leurs caractéristiques sociodémographiques font en sorte qu'elles sont particulièrement exposées à vivre ou à avoir vécu des situations de violence, de harcèlement et d'abus, notamment physiques, sexuels et matériels. Donc, on voit aussi que l'ensemble des salariés et bénévoles des OSBL d'habitation est en majorité aussi avec des femmes, donc 70 par rapport à la clientèle dont je parlais, les salariés des OSBL d'habitation sont donc quotidiennement en interaction avec cette population. Si la formation professionnelle des intervenants communautaires les prépare en partie à cette situation, la très vaste majorité des employés tels que les gestionnaires, les concierges, cuisiniers, cuisinières, préposés, etc., ne possèdent aucune formation leur permettant d'interagir de manière adéquate avec cette population fragilisée. C'est pour cette raison que le RQOH, en collaboration avec les fédérations régionales et la participation du Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, a décidé d'élaborer la formation que je vous présente aujourd'hui, Agir pour prévenir les violences et le harcèlement en OSBL d'habitation. Donc, l'élaboration et la rédaction des guides se sont échelonnés sur 2 ans, durant lesquels des groupes pilotes et un comité de révision a été mis sur pied. En fait, la formation elle a été conçue pour être dispensée à tous les employés des OSBL d'habitation. Puis, bien sûr, afin d'adapter le contenu à chaque type de tâche et de responsabilité, le contenu de la formation a été structuré en 3 formations adaptées à 3 catégories de personnel. Donc là, on parle en premier du personnel de gestion. Donc là, on a les gestionnaires, directrices, directeurs, coordonnatrices, coordonnateurs, etc. Ensuite, on a une formation pour le personnel des services techniques. Donc là, on a les concierges, cuisinières, cuisiniers, etc. Et finalement, une formation pour le personnel responsable des services à la personne, comme les préposés aux bénéficiaires, intervenants et intervenantes communautaires, etc. Et bien sûr, afin que ce soit réalisable, là, les groupes pilotes ont donc également été pensés sous cet angle afin de connaître les besoins spécifiques et les attentes de chacune des catégories d'employés. Maintenant, afin de pouvoir vous présenter plus en détail comment s'est déroulée une rencontre sur le sujet et également partager sur son expérience dans le processus d'élaboration de cette formation, je cède la parole à Joanne Gadebois, intervenante communautaire au ROSCO. Merci, Audrey. Effectivement, on a participé aux différentes étapes, hein. On a participé notamment au projet pilote avec les groupes de gestionnaires. C'est une activité qui a eu lieu dans le cadre de l'AGA du RQOH, à l'époque où il y avait des activités en présentiel. Ça a eu lieu le 25 octobre 2018, toute la journée. C'était de 9 h le matin à 16 h le soir.
C'était une activité qui a eu lieu à Nicolet. Donc, on était réunis en groupe de 10 à 15 personnes environ. Puis, il faut considérer qu'à ce moment-là, les organismes devaient adopter en janvier 2019 une politique pour contrer là, les différentes violences et le harcèlement. Au niveau des objectifs du projet pilote, qu'est-ce que c'était? Il s'agissait de travailler en interaction et en présence de personnes vulnérables et exposées aux violences et aux abus. Il était aussi question de s'assurer que les salariés soient adéquatement outillés pour remplir leurs prestations de service en adoptant des comportements adéquats, hein, d'avoir un savoir-être approprié, autrement dit. S'assurer que les relations entre tous les salariés soient saines et exemptes de rapports de violence et d'abus, hein, en se dotant notamment d'outils qui permettent d'agir quand les personnes en sont victimes ou témoins. Il y a eu plusieurs réflexions autour des différents outils administratifs. Les réflexions étaient aussi pour encourager les locataires et les membres du personnel à rédiger la politique pour prévenir les violences et le harcèlement. Donc, il y avait aussi un souci vraiment au niveau de la résiliation du bail et au niveau du relogement prioritaire, hein, à qui s'adresser pour résilier un bail. Et aussi, dans des situations plus complexes, lorsqu'il y a une récurrence et que la personne reprend, par exemple, avec son ex un certain nombre de fois, est-ce qu'il y a une limite quant au nombre de fois où on peut mettre un terme au bail ou à reloger, par exemple, prioritairement la personne? C'est aussi toute la complexité d'intervenir lorsque les locataires se font des coups mutuellement, hein. C'est l'exemple des personnes qui habitent en maison de chambre qui deviennent à la fois agresseurs et victimes. C'est aussi toute la complexité là, de recevoir plus d'outils en fonction de la gravité des gestes commis. C'est aussi de recevoir plus d'outils au niveau de la gradation des formes de violence, hein. Entre recevoir une insulte comme se faire traiter de stupide et contacter la police pour veiller à la sécurité des lieux. C'est aussi l'exemple de la femme qui se retrouve à la fois victime de violences conjugales, mais aussi coupable de négligence envers le tribunal de la jeunesse. Donc, appliquer des règles administratives n'est pas simple. Donc, il y a eu plusieurs réflexions constructives là, à cet effet-là. On a aussi mis en place, autrement dit, une table des intervenants sains communautaires en habitation en Outaouais et on avait demandé à Kesnemeli, qui est un peu la formatrice là, de ce moment-là, de venir nous donner une formation en Outaouais. C'est intéressant de dire que ce n'était pas le projet pilote dont Audrey vous parlait, mais plutôt une formation expérimentale. Donc, j'avais tellement été emballée que j'ai demandé qu'elle revienne nous donner la formation en Outaouais. Ça a eu lieu le 13 février 2019, hein. C'est donc dire tout de suite après l'adoption, là, en janvier 2019, de la politique pour contrer les violences et le harcèlement. Au total, il y a eu 35 personnes réparties dans 17 organismes différents qui ont participé aux échanges de la journée, soit de 9 heures le matin à 16 heures le soir. Puis, au niveau des appréciations de rendement de la journée, on peut dire que les gens en auraient voulu plus, auraient voulu une formation en présentiel de 2 jours. Cette formation-là a aussi la particularité de s'être tenue tout juste avant les mesures sanitaires du mois de mars, hein. C'est d'ailleurs la dernière formation en présentiel que le Roscoe a tenue à cet effet-là. Au niveau des objectifs, l'apprentissage qui s'est déroulé s'est effectué à travers des exemples des différents milieux de pratique. Selon les préoccupations des groupes présents, le dialogue s'est orienté autour du besoin de résilier un bail pour des motifs de violence conjugale. Ça pouvait être une bataille entre deux locataires, d'intimidation dans les rues avoisinantes d'un organisme, des propos vexatoires qu'un intervenant peut recevoir là, dans le cadre d'un corps de travail par une personne aidée, ou encore des propos offensants venant d'un gestionnaire et tout le sentiment de honte et culpabilité qui s'ensuit. Il est aussi question que l'application des mesures administratives ne signifie aucunement que les différents problèmes liés aux violences soient réglés, hein. La violence persiste au-delà là, de la mise en œuvre de l'intervention. Donc, il faut intervenir à différents niveaux. Des activités d'intervention doivent être organisées conjointement afin justement de servir de levier et pour mieux accompagner les personnes directement interpellées.
On a eu la chance aussi, en même temps que de recevoir Question Amélie, on avait aussi invité la coordonnatrice régionale spécialisée en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées de l'Outaouais. Donc, on a eu la chance aussi de voir les particularités liées au vieillissement, les manifestations des différentes formes d'abus et de maltraitance, notamment lorsqu'elles sont commises par des personnes de confiance et aimées, comme son propre fils, ou lorsque la confusion s'installe parce qu'un geste est commis par une personne de l'entourage. Un problème, par exemple, qui dit être passager et qui est commis par quelqu'un qui rend plusieurs services au quotidien. Donc, c'est souvent pas simple au niveau émotif. C'est aussi de promouvoir les milieux de vie bienveillants. Puis, il y a aussi été question là, de faire un bref rappel sur la Journée internationale de sensibilisation à la maltraitance. Hein, c'était en vue du mois de juin, mais aussi on a parlé de l'importance là, de la demande d'aide comme telle. Au niveau des réflexions, au niveau de la table des intervenants, ben, il était question d'explorer davantage les stratégies d'intervention devant diverses situations de violence et de harcèlement commises par l'employeur. Donc, on voulait en entendre plus par rapport à ça. On considérait que la formatrice maîtrisait très bien son sujet. Les éléments répondaient bien aux besoins législatifs, mais les intervenants auraient voulu avoir davantage de moyens pratiques pour intervenir. Hein. Quoi faire avec la gestion des émotions, de la colère, toute la question de l'intériorisation de la violence, puis les différentes approches d'intervention. Hein, on peut nommer l'approche féministe puis l'empowerment. Il était question aussi de mieux connaître les limites de l'intervention pour s'en servir comme levier. En fait, on était parti en feu, on voulait mettre en place un comité de travail pour mettre en place justement une formation adaptée pour des personnes avec moins de ressources, hein, qui était adressée aux résidents et locataires. On avait recruté 13 intervenants de milieux répartis dans 11 organismes différents, notamment des groupes féministes et œuvrant auprès voyons, des violences. Par contre, il est arrivé une pandémie qui a fait en sorte que les priorités ont changé. Mais l'idée, c'était de mettre en place un milieu de vie bienveillant pour vraiment mettre en valeur la dimension positive et préventive. Il était question de savoir comment mieux arrimer là, le champ d'expertise des OSBL d'habitation, mais aussi pour les arrimer avec les groupes qui visent à contrer les différentes formes de violence. C'était aussi de mettre en valeur tout le travail de l'intervenante communautaire parce que son travail peut servir de levier d'intervention pour référer les personnes auprès des groupes de femmes ou qui assurent un suivi en intervention. Il était aussi question de mieux connaître les ressources et créer des espaces qui vont au-delà de la formation. Puis naturellement, ben, on avait plein d'idées pour organiser des activités d'intervention comme levier de prévention pour mieux accompagner les personnes. Parmi les idées, on a, bon, naturellement, on visait l'intervention de crise qui capte l'intérêt, la gestion de conflits, mais il y avait toute la question des démarches administratives, répondre aux besoins de sécurité, guider les comités de locataires, tisser des partenariats avec les organismes spécialisés en agression sexuelle, violence familiale conjugale, travail de milieu. C'était aussi, on voulait développer des outils hein, pour les remettre aux locataires, mais aussi des outils qui peuvent servir aux gestionnaires et intervenants. Il était question d'organiser, parmi les idées, il y avait d'organiser un atelier d'art militant, une journée de sensibilisation ou de prévention là, dans différents milieux. Ça pouvait être coordonner une conférence lors d'un événement spécial ou tout simplement développer des outils d'éducation populaire ou des cafés-rencontres pour favoriser là, des échanges sur les besoins exprimés. Mais on voulait vraiment créer des espaces qui assuraient un certain suivi. On voulait aussi bon, faire et remettre de la documentation aux locataires, que ce soit sur le droit au logement ou les différentes formes de violence. Donc, l'idée était de créer un réseau de soutien de qualité pour briser naturellement l'isolement social en offrant des activités à la fois valorisantes et plaisantes. Bref, voilà, comme des sorties ou des repas collectifs. Sinon, dans un autre niveau, le Roscoe a aussi participé à la révision du matériel du RQ Watch. Ça a eu lieu en janvier dernier, donc il y a presque un an. Il a été question de lire et commenter autant le guide de la personne, le cahier d'activité, manuel du participant, gestionnaire intervenant.
Il a été question là, d'émettre des propositions. Par contre, notre limite, c'est qu'on n'était ni des décideuses ni derrière la rédaction comme telle. Voilà, nous avons commenté par contre. Aussi, on a référé des organismes pour aller rejoindre là, le personnel de soutien. Au niveau des réflexions globales, on peut dire que globalement, la formation permet d'apporter des exemples concrets du quotidien pour que les personnes puissent se reconnaître. Il y a aussi question, parce qu'il y a eu des transformations. On a connu une pandémie parce que qui a eu lieu. Donc, il pourrait être intéressant là, vraiment d'approfondir là, le volet sur la vulnérabilité et la montée de l'agressivité hein, qui découle des crises conjoncturelles comme la pandémie, les inondations et les tornades. On sait qu'en Outaouais, on a été particulièrement touché là, par les différentes catastrophes. Puis sinon, bien, pour finir, bien, je dirais qu'il pourrait être aussi intéressant là, de mieux connaître les moyens pour améliorer le système de justice, mais aussi encourager les personnes à porter plainte en ce qui a trait là, les différentes formes de violence. Merci beaucoup, Joanne. Donc oui, c'est ça qui est bien avec cette formation-là, c'est que à la suite, chaque OSBL, chaque région va pouvoir vraiment la prendre comme un levier ou un tremplin pour pouvoir faire d'autres activités vraiment qui ont plus une saveur à leur région, à leur communauté. Donc merci beaucoup, Joanne, pour ce témoignage. Donc, je reprends la parole et on va passer en fait maintenant à la formation en elle-même et à ses outils, donc le moment tant attendu. Donc, en fait, chacun des trois groupes dont je parlais plus tôt, donc le personnel de gestion, le personnel responsable des services à la personne et le personnel des services techniques, assisteront à 2 rencontres de 3 heures, préférablement en présentiel, durant lesquelles les objectifs seront de viser l'acquisition et le développement des compétences suivantes. Donc, tout d'abord, apprendre sur la situation des femmes au sein des OSBL d'habitation, connaître et reconnaître les différentes formes de violence, se conscientiser face aux diverses raisons faisant obstacle au dévoilement ou à la dénonciation, identifier les diverses lois et règlements qui encadrent les situations de violence et de harcèlement et vraiment là, adaptés aux OSBL d'habitation. Comprendre les droits, les obligations et les responsabilités des salariés et des organismes face au comportement de violence et d'abus. Et là, on parle, oui, bien sûr, des violences et des abus auprès des locataires, mais dans la formation, vous le verrez par la suite, on parle également des violences et des abus qui sont faits aux salariés, au personnel. Donc, on a un module là-dessus dans la formation. Mettre en place des moyens concrets pour faire face à des situations de violence et de harcèlement au sein d'un OSBL d'habitation et finalement, connaître les ressources d'aide spécialisées à contacter lors de situations de violence, à risque de violence, de harcèlement et à risque de harcèlement. Donc, c'est sûr que ce module se veut, on l'a fait national, donc c'est des ressources qu'on peut retrouver partout au Québec, mais l'idée après, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'aller mettre la touche régionale, la touche de votre communauté et d'aller ajouter les ressources d'aide spécialisées de votre communauté. Donc, je le répète, mais sachez que vraiment, on va privilégier le format présentiel pour cette formation et aussi des groupes plus petits de 15 personnes parce que c'est un sujet qui peut être sensible et lourd. Donc, on a pris ça en compte dans l'élaboration de cette formation. Alors, voici maintenant les fameuses pages couverture des manuels qui accompagneront les participants et les personnes ressources qui donneront la formation. Donc, en fait, vu qu'il y a 3 catégories d'employés, cette formation comptera donc 3 guides d'accompagnement pour le ou la participante selon sa catégorie d'employés que j'ai nommée précédemment. Donc, par exemple, ici en exemple, à gauche, vous pouvez voir la page couverture du guide d'accompagnement pour les intervenants. Et il y aura également 3 guides pour la personne ressource qui sera aussi adapté à chaque catégorie de personnel. Et ici, en exemple, à droite, vous pouvez voir la page couverture du guide de la personne ressource pour la formation qui sera donnée aux intervenants. Donc, chaque contenu a été élaboré de façon à pouvoir tenir compte des particularités de chacune des catégories d'employés identifiées, ainsi que des particularités des organismes du secteur de l'habitation communautaire. Chacune des 3 éditions du guide d'accompagnement pour le ou la participante comprendra des exemples et des modèles pratiques auxquels les participants pourront ensuite se référer dans leur travail quotidien en fonction de leurs tâches. Comme vous pouvez le voir à l'écran qui s'affiche, un aperçu de la table des matières. Donc là, c'est une des pages de la table des matières du guide pour le personnel responsable des services à la personne, donc les intervenants.
entre autres. Donc, les participants auront donc l'occasion, entre autres, d'en apprendre davantage sur la situation des femmes en logement communautaire, d'en savoir plus sur les cadres juridiques et réglementaires qui régissent les situations de violence et de harcèlement, ou encore de discuter et de partager sur ces études de cas. Car oui, la formation ne sera pas seulement donnée d'un point de vue théorique par la personne ressource, il sera vraiment question de faire participer les gens en créant des moments d'échange comme des remue-ménages, des études de cas ou des moments de partage. Donc, les guides auront vraiment comme objectif principal de sensibiliser à la prévention des situations de violence en fournissant divers moyens de détecter, d'accompagner et de référer les femmes locataires qui en auraient besoin. Là, c'est sûr que je parle beaucoup de femmes locataires parce qu'on a une majorité de ça dans nos OSBL d'habitation, mais bien sûr, il y a des modules qui se rapportent à la communauté LGBTQ2S+, aux hommes également. Donc, je me devance moi-même, là. Mais donc, la formation abordera également divers sujets tels que le cycle de la violence conjugale, la vulnérabilité des personnes de la communauté LGBTQ2+, 2S+, pardon, et mettra en relief des témoignages aussi de gestionnaires d'OSBL d'habitation qui avaient été recueillis lors des groupes pilotes. Donc là, on parle vraiment de... Il y a beaucoup de textes, il y aura beaucoup de textes, mais il y a aussi beaucoup de graphiques vraiment pour venir en apprendre plus sur la prévention de la violence, puis les réalités de la violence dans les OSBL d'habitation. Ceci, bien sûr, c'est qu'un bref aperçu de tout le contenu qui se retrouve dans la formation. Et bien sûr, afin de bien encadrer le partage des connaissances et des contenus sur ce sujet qui est sensible, chaque personne ressource qui sera responsable de donner la formation recevra en soutien un guide d'accompagnement clé en main afin de la guider tout au long de la formation. Donc, encore une fois, je le répète, les guides seront adaptés à chaque catégorie de personnel et reprendront les modules du guide des participants et accompagneront la personne ressource donc dans le minutage, les activités et le contenu à diffuser pour chaque sujet. Donc, vraiment, là, les personnes ressources, autant que les participants, seront soutenus et épaulés tout au long de cette formation. Donc là, vous avez des exemples à vos écrans, donc un petit peu comment la personne ressource va pouvoir animer les activités. Donc là, on a plus la rencontre 1, ce que c'est les fondements. Donc là, vraiment, c'est quoi la durée, le nombre de participants, le matériel. Donc pour les participants, sachez que les personnes ressources vont vraiment être préparées à donner cette formation. Il est important également de vous parler des retombées. Donc, suite à la formation, nous souhaitons observer plusieurs retombées. Donc, tout d'abord, on souhaiterait observer une diminution des comportements de violence et d'abus au sein des OSBL d'habitation, une hausse de la dénonciation des comportements de violence et d'abus, l'élaboration et l'application systémique de mesures et de politiques de prévention et d'action contre les violences et les abus au sein des organismes. On aimerait aussi observer une augmentation du sentiment de sécurité pour le personnel et les locataires, une rétention du personnel accrue, ainsi qu'une diminution du nombre de litiges et des coûts qui sont associés à ce type de situation. Donc, nous souhaitons vraiment que cette formation soit offerte à tous nos membres et qu'elle mette en relief l'importance de la prévention des violences et du harcèlement en contexte d'habitation communautaire et sociale. Donc, en espérant vraiment que cette formation vous emballe autant qu'elle nous emballe, nous avons vraiment hâte de pouvoir partager ces contenus et ces outils aux membres du réseau à travers le Québec.